Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau direct qui est organisé donc par la Fondation UVED qui pilote le pôle national de ressources pédagogiques TEDS, donc pour transition écologique pour un développement soutenable. Donc, pour rappel ou pour information, pour ceux qui nous viennent suivre ce cycle de direct pour la première fois, eh bien, ce webinaire fait partie d'un cycle de direct qui a démarré donc en mars 2024 et qui vise à former les enseignants du supérieur aux enjeux donc de la TEDS. Alors, ce webinaire s'inscrit dans le cadre des activités de formation des enseignants que mène UVED suite à la publication de nombreux documents. Citons le rapport Jouzel-Abadi, Enseigner la transition écologique dans le supérieur, le plan climat, biodiversité et transition écologique de l'enseignement supérieur et de la recherche, puis la note de cadrage et de préconisation donc, du ministère formé à la transition écologique pour un développement soutenable, les enseignants et enseignants-chercheurs, qui a été diffusé dans les établissements en septembre 2024. En ce qui concerne les thématiques qui sont abordées tout au long de ce cycle de direct, eh bien, UVED reprend les propositions qui ont été faites en 2023 dans la note de cadrage et de préconisation du ministère pour la formation des étudiants de premier cycle à la transition écologique pour un développement soutenable. Pour rappel, il s'agit des thématiques suivantes: le changement climatique, la biodiversité et sa préservation, les ressources et leur disponibilité, la transition juste et équitable, et enfin le récit des limites planétaires. Alors pour ce nouvel événement, nous avons le plaisir d'accueillir Irène Pereira, qui est philosophe et sociologue de formation. Elle est professeure des universités en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Rouen, et elle va nous faire une présentation sur le thème de l'éco-pédagogie et de l'éducation par les problèmes et les controverses. Il y aura ensuite un temps d'échange avec vous, donc sur la base de questions que vous pourrez lui poser, non pas à l'oral, mais en utilisant le fil de discussion de ce webinaire. Et bien sûr, nous relayerons ces questions à notre intervenante. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Irène Pereira, bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce direct. Avant de vous laisser la parole, je vais vous présenter. Ce sera très rapide puisque votre présentation a déjà commencé. Je voudrais simplement ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit que vous êtes l'autrice de plusieurs ouvrages sur des pédagogies critiques et notamment ce dernier ouvrage dont il sera beaucoup question aujourd'hui qui s'intitule Éco-pédagogie éduquée à la justice sociale et écologique, qui a été publié en 2024 aux éditions Academia. Alors, avant de vous laisser la parole, j'invite tous les participants à bien vouloir couper leur micro. Je crois que c'est déjà le cas, donc c'est très bien. Et Irène, je vous laisse la parole et à tout à l'heure pour le temps d'échange. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par l'introduire. Donc, bon, vous en avez déjà parlé, où il y a un nouvel enseignement donc, qui s'appelle Former les étudiants de premier cycle pour une transition écologique pour un développement soutenable et quatre thématiques. Enfin, vous en avez énoncé une de plus, mais à Rouen, on présente quatre thématiques: climat, ressources, biodiversité, transition juste et équité sociale. Donc, moi, je vais restreindre mon propos à la question de la transition juste et de l'équité sociale, que je vais, dans ma présentation, amener à partir d'un angle particulier qui est l'écopédagogie, mais ça, j'y reviendrai par la suite. Alors, je voudrais d'abord revenir avant sur cette notion de transition juste parce qu'il me semble important de rappeler son origine, puisque c'est une notion qui trouve son origine dans le mouvement syndical aux États-Unis. Alors bon, selon les articles que j'ai lus, il y a des petites divergences. Alors, là où on s'accorde le plus généralement, c'est à dire que le terme apparaît dans les années 1990. Et il naît autour de la question de la prise en compte des conséquences relativement aux conditions de travail et d'emploi relativement aux salariés. Alors, ça, c'est un premier point. Et l'autre point que je souhaite rappeler, c'est que c'est une notion, si aujourd'hui on la retrouve dans les documents officiels, c'est aussi parce que c'est une notion qui a été reprise par les organisations internationales et par des accords internationaux. Donc,
Voilà, ça c'est juste à titre de rappel, mais c'est un rappel qui me semble important. Vous verrez pourquoi en lien avec l'éco-pédagogie et aussi en lien avec le fait que mes premiers travaux portaient sur le syndicalisme. Alors, autre point que je devais rappeler relativement à la notion de justice, c'est qu'on a une autre tradition euh, liées à des mouvements sociaux qui ont introduit aussi la notion de justice relativement aux questions environnementales et écologiques. C'est le mouvement pour la justice environnementale qui s'est là aussi développé aux États-Unis. Et si je rappelle voilà, ces mouvements pour la justice environnementale, c'est qu'ils ont un rapport, comme je le rappellerai un petit peu, avec la question de l'éco-pédagogie. Donc, autre point sur lequel je voulais revenir, toujours en introduction, c'est que dans la note de cadrage de 2023, on trouve un paragraphe où le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche revient sur cette notion de transition juste, en rappelant que c'est une notion qui n'a pas été particulièrement publicitée dans le cadre de la consultation qui avait été effectuée auparavant en rapport avec la mise en place de cet enseignement. Et, euh, l'autre point, ce que j'ai mis en gras, c'est le lien avec le fait que c'est un enseignement qui apparaît important parce que il a trait à une question de responsabilité sociale et citoyenne. Donc, il y a un autre point que je voudrais faire remarquer, c'est que dans cette note de cadrage, on nous parle du lien avec les sciences humaines et sociales et on nous parle de perspectives historiques, politiques, économiques et sociologiques. Alors, bon, ça a été rappelé, moi je suis de formation sociologue et philosophe, mon poste actuel est plutôt d'orientation avec un profil philosophie. Euh, je m'étonne quand même qu'effectivement, on ne parle pas tellement de la philosophie dans la note de cadrage et je trouve ça un peu étonnant. Donc, je voudrais quand même rappeler que la notion de justice, enfin ce qu'on appelle les théories de la justice, c'est tout un champ en philosophie politique et la dimension philosophique, elle me paraît importante dans cet enseignement euh, pour éviter ce que j'appellerais le risque positiviste ou la dérive positiviste, dont parlait déjà d'une certaine manière Jürgen Habermas dans La technique et la science comme idéologie. Ce que je veux dire par là, c'est que sur ces questions de responsabilité sociale et citoyenne, il me semble difficile de les aborder uniquement sous l'angle des séances positives, c'est-à-dire de l'enseignement de fait, parce qu'il entre aussi des dimensions qui sont d'ordre normatif, ce qu'indiquent ces notions de justice et d'équité. Donc voilà, ça c'est un point qui me semblait important à souligner. Donc, je voudrais maintenant m'intéresser à plus spécifiquement l'éco-pédagogie, puisque cet enseignement concernant la transition juste et l'équité sociale, je propose de l'aborder à partir de l'éco-pédagogie. Donc, j'ai mis une petite définition rapide de l'éco-pédagogie, qui est une approche en philosophie de l'éducation et en pédagogie qui articule justice sociale et écologique. Donc, je vais revenir un peu sur la genèse de l'éco-pédagogie. D'abord, je voudrais signaler, parce que c'est quelque chose sur lequel je ne vais pas revenir dans le cadre de cette présentation, qu'il existe en sciences de l'éducation euh, un champ très important concernant les éducations environnementales. Donc, l'éco-pédagogie n'est qu'un des courants parmi les multiples courants qui existent. Et donc, moi, ce qui m'a fait m'intéresser à l'éco-pédagogie, c'est que ce courant-là, il a une particularité par rapport aux autres, c'est l'articulation entre la justice sociale et les questions environnementales ou écologiques. Là, je ne m'appesantis pas trop sur la distinction que je ferai entre ces deux termes. Alors, je voudrais rappeler d'abord l'origine de l'éco-pédagogie. Donc, l'éco-pédagogie, s'appuie sur une référence centrale, donc on va trouver chez les auteurs qui mobilisent cette notion, qui est Paulo Freire. Donc, qui est Paulo Freire? C'est un pédagogue brésilien
qui est né en 1921 et mort en 1997, et qui est en particulier connu pour son ouvrage La pédagogie des opprimés. Donc, c'est un auteur auquel j'ai consacré de nombreux travaux. Et ce que je voudrais rappeler ici, c'est que c'est un auteur central pour en particulier la notion d'éducation populaire. Donc c'est un auteur qui est très important par rapport à la question de l'éducation populaire. Et donc, son approche a donné lieu à des différents courants de recherche en éducation avec différentes orientations, et entre autres l'écopédagogie. Donc, un des courants qui se réclame de Paulo Freire, hein, il y en a d'autres sur d'autres thématiques que les questions environnementales, c'est l'écopédagogie. Alors, l'écopédagogie, elle naît en Amérique latine dans les années 1990, avec une autre référence sur laquelle je ne m'appesantirai pas parce qu'on a peu de temps, qui est la théologie de la libération. Et c'est un courant donc, qui voilà, s'inspire de Paulo Freire et aussi de l'œuvre de Leonardo Boff, qui est donc un théologien de la libération, et qui donc né au Costa Rica, et donc l'écopédagogie née au Costa Rica, et ensuite se développe au Brésil avec, je vous ai mis l'œuvre de Moacir Gadotti, hein, Pédagogie Adater. Alors, par la suite, l'écopédagogie va se développer et passer de l'Amérique latine aux États-Unis, où cette dimension théologie de la libération va être moins prégnante. Et je vous ai mis en particulier les ouvrages de Greg Misiasek, euh, qui voilà, a développé, hein, qui est un des auteurs qui développe l'approche écopédagogique aux États-Unis, toujours en se référant à Paulo Freire. Donc, dans le dernier ouvrage que je viens de publier, j'ai donc essayé de proposer une adaptation de l'écopédagogie au contexte européen francophone. Et c'est plutôt ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Alors, donc je reviens un peu sur ce qu'est l'écopédagogie. Donc, je vous l'ai déjà dit, un champ de la philosophie de l'éducation et de la pédagogie qui articule la question sociale et écologique. Et je distingue plus particulièrement trois points hein, dans l'approche que moi j'ai adoptée. Le fait de s'appuyer sur des controverses qui sont présentes dans l'espace public et de s'intéresser à la dimension philosophique de ces controverses. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de s'appuyer sur des connaissances en sciences sociales. Et le troisième point, qui est un point qui est commun en fait à l'éducation populaire, à l'écopédagogie, etc., qui est l'engagement favoriser l'engagement dans les mouvements sociaux pour la justice sociale et environnementale. Donc, autre point, je voudrais revenir sur les présupposés de l'écopédagogie. Donc, il me semble qu'on peut dégager deux présupposés qui orientent la démarche écopédagogique. Donc là, le premier, c'est la prise de conscience de l'existence des inégalités environnementales, qui est un préalable pour réfléchir à l'équité sociale. Donc, c'est un point sur lequel, si j'ai le temps, je reviendrai. Et puis, le deuxième point, c'est le fait que les mouvements sociaux ont un rôle positif de transformation des démocraties. Alors, comme je vous l'ai dit, l'écopédagogie, ce n'est pas seulement des pratiques pédagogiques, c'est une philosophie. Et donc là, je dégage quelques principes philosophiques hein, qui sont, et en particulier un principe, par exemple le principe 2 que j'énonce sur le rôle positif de transformation des mouvements sociaux. Il se réfère à une certaine conception de la démocratie qu'on appelle en philosophie politique plutôt la démocratie radicale. Alors, l'approche écopédagogique telle que je vais la développer, elle repose sur deux points. Partir de problèmes qui font débat dans l'espace public, hein, ce qu'on va appeler en éducation des questions socialement vives, et puis identifier les positions philosophiques et les arguments
en lien avec ces problèmes. Donc, je vous ai mis, vous voyez à chaque fois, j'ai essayé de mettre quelques références en bibliographie. Alors, dans l'ouvrage, il y en a beaucoup plus, hein, il y a près de 200 références bibliographiques qui sont mentionnées dans l'ouvrage. Mais voilà, juste pour vous rappeler qu'en fait, ce champ des questions socialement vives et de l'éducation controverse n'est pas propre à l'éco-pédagogie. Ça, c'est quelque chose qui est déjà présent dans des recherches en sciences de l'éducation, y compris francophones. Ce qui est vraiment spécifique à l'éco-pédagogie, c'est cette volonté d'articuler la question sociale et les questions écologiques. Donc, je vais revenir sur les concepts centraux que je mobilise dans l'approche éco-pédagogique, hein. Donc, tout d'abord, une distinction que je reprends de Greg Misiasek, qui est la distinction entre le monde et la planète. Donc, le monde, c'est la sphère anthropocentrée où se posent les problèmes de justice sociale. Et la planète, la sphère biocentrée où se posent les problèmes de justice écologique. Donc ça, ce sont des distinctions philosophiques et l'objectif de l'éco-pédagogie, nous dit Misiasek, c'est de réinscrire le monde dans la planète, c'est-à-dire de réarticuler justice sociale et justice écologique. Autre notion que je mobilise dans l'approche éco-pédagogique, c'est la notion d'inégalité environnementale. Alors, la notion d'inégalité environnementale, elle s'est particulièrement développée en France à partir de la fin des années 2000, en particulier sous l'impulsion des travaux d'Éloi Laurent. Donc là, je reprends d'ailleurs une définition de cet auteur qui est économiste. Euh, une inégalité environnementale qui peut être la simple observation empirique d'une disparité se traduit par une injustice sociale dès lors que le bien-être et les capacités d'une population particulière sont affectés de manière disproportionnée par ces conditions environnementales d'existence. Et on distingue différents types d'inégalités environnementales et en particulier, on a tout ce qui est exposition aux nuisances, l'accès aux anémonités et aux ressources naturelles. Alors, autre distinction philosophique qui est importante pour comprendre l'approche éco-pédagogique, c'est la distinction entre les opprimés et les dominés. Donc, dans pédagogie des opprimés, comme vous l'avez vu, le concept d'opprimé est mobilisé. C'est un concept philosophique. On va le retrouver par exemple chez la philosophe Marion Iris-Young. Donc là aussi, je reprends la distinction philosophique proposée par Greg Misiasek. Les opprimés désignent les êtres humains qui souffrent d'oppression sociale et socio-environnementale. Ce sont ce qu'on appellerait en philosophie des agents moraux, alors que les dominés désignent les vivants non humains qui souffrent d'injustice écologique, ce sont des patients moraux. Donc ici, ce que nous dit Misiasek, c'est que pour lui, les opprimés les dominés peuvent souffrir en fait d'injustice, mais ils ne peuvent pas être tenus responsables des injustices. C'est pour ça qu'il y a une distinction qui est faite entre ces deux groupes d'êtres. Euh, donc ça, c'est un point en particulier que je discute davantage dans l'ouvrage autour de la question de l'agentivité, mais là, je passe un peu plus rapidement. Donc, pour en revenir à la question des problèmes et des controverses, telle que je l'aborde à partir de l'approche éco-pédagogique, sachant que il pourrait y avoir d'autres courants en sciences de l'éducation et dans les éducations environnementales qui aborderaient les questions à partir de problèmes et de controverses, mais de manière différente. Alors, sachant que la notion d'une pédagogie problématisatrice, c'est une notion qui est assez centrale dans la pédagogie de Paulo Freire, hein, puisque c'est un des noms qu'il donne à sa pédagogie, hein, c'est d'être une pédagogie problématisatrice. Alors, dans l'ouvrage, je distingue en fait un certain nombre de problèmes, donc, qui sont les suivants, qui souffrent des dégradations environnementales, qui profitent des dégradations environnementales. Ça, ce sont des questions qui sont posées par Greg Misiasek dans ses ouvrages, auxquels j'ajoute qui doit faire des efforts, donc c'est plutôt la question de l'équité sociale, qui doit agir,
quels moyens d'action et quels projets de société écologique. Donc, en fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la mise en œuvre pédagogique, on peut très bien imaginer donner ces questions et laisser un moment de réflexion aux participants. Alors, je dis participants parce que le travail en écopédagogie, c'est pas seulement avec des étudiants, ça peut être avec des citoyens dans d'autres cadres. Donc, voilà, puisque ce sont des questions qui ne sont pas des questions qui appellent une réponse euh, de type scientifique, mais ce sont des questions qui soulèvent des controverses philosophiques. Donc, je vais essayer de donner des exemples de la manière dont ces questions soulèvent des problèmes philosophiques et en, en sachant qu'en fait, comme je l'ai déjà dit auparavant, ce qui va nous intéresser dans l'approche écopédagogique, c'est de repérer les problèmes, les différentes positions philosophiques liées à ces problèmes et les différents arguments. Donc nécessairement, ce que je vais présenter là, va être quand même une version, disons, assez succincte. Je ne traiterai pas l'ensemble des questions, mais c'est plus pour donner un exemple des questions qu'aborde l'écopédagogie. Alors, la question qui souffre, elle renvoie par rapport à l'enseignement de transition juste et équité sociale, déjà à la question qui doit-on inclure dans nos théories de la justice? Cette question-là, en fait, elle n'est pas, on ne peut pas y donner une réponse qui soit une réponse de type scientifique. C'est une question qui est ouverte du point de vue philosophique. Donc, en fait, il y a différentes réponses possibles qui nécessitent, en fait, adopter plutôt une réponse que l'autre. Ça va être plutôt une question de positionnement philosophique et de choix de société. C'est ça que je veux mettre en avant. Donc, on a une première type de réponse possible à cette question, c'est que, en fait, ceux qui souffrent des dégradations environnementales, ce seraient les générations futures. Donc, c'est une réponse qu'on va trouver à la fois chez des philosophes, par exemple chez Jens Jonas, avec le principe de responsabilité. C'est aussi quelque chose qu'on trouve, par exemple, dans le rapport Brundtland avec la définition du développement durable, c'est-à-dire que la question, elle serait déportée principalement sur les générations futures plutôt que sur les générations actuelles. Alors ça, c'était quelque chose que j'entendais beaucoup lorsque j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est peut-être une réponse qu'on entend moins dans la mesure où on a un certain nombre de recherches, là j'ai pris un exemple, qui montre qu'on a un certain nombre voilà, des décès, par exemple, des personnes qui sont déjà impactées aujourd'hui par les dégradations environnementales. Donc, on a une autre réponse possible qui est celle de l'humanité actuelle et qui remet en question l'idée que la question environnementale, ce serait avant tout une question qui se poserait pour les générations futures. Alors, cette question, globalement, cette réponse, ces positions qui consistent à dire que c'est principalement l'humanité dans son ensemble qui serait impactée par les dégradations environnementales, c'est une réponse, en fait, qui, là aussi, peut être interrogée à la lumière des études en sciences humaines et sociales, et en particulier des travaux en sociologie et en économie des inégalités. Donc, on a en particulier en France un certain nombre de travaux en économie des inégalités environnementales qui insistent sur les inégalités économiques de revenus, enfin liées à la richesse. Mais on a aussi d'autres travaux qui vont s'intéresser à l'impact sur les femmes, sur les personnes âgées, sur les personnes du Sud global, sur les personnes malades ou en situation de handicap, sur les enfants, etc. Donc, on a des auteurs comme
d'Eldred qui parle d'intersectionnalité des inégalités environnementales, c'est-à-dire que, par exemple, on va avoir les enfants pauvres qui vont être davantage impactés par les dégradations environnementales, par exemple, que d'autres groupes sociaux. Donc, pourquoi s'intéresser à la question des inégalités environnementales en lien avec la question de l'équité sociale? C'est-à-dire que le problème philosophique que ça soulève, c'est en fin de compte, est-ce qu'on va poser la question de l'équité sociale de la même manière à partir du moment où en fait on considère que tous les êtres humains sont impactés comme s'ils étaient tous impactés de la même manière, ou à partir du moment où certains groupes sont plus impactés que d'autres, dans quelle mesure ça va avoir là aussi des conséquences sur la manière dont on va envisager la question de l'équité sociale. C'est-à-dire, par exemple, l'équité sociale, je n'ai pas le temps de le développer suffisamment dans le cadre de cette présentation, mais ça va être, par exemple, les règles de justice qu'on va mettre en place. Est-ce que, par exemple, tout le monde va payer, si je prends la question de la fiscalité, est-ce que tout le monde va payer de la même manière pour les impacts environnementaux ou pour la transition écologique, ou est-ce que, par exemple, les plus riches ont payé davantage? Hein, ça va être ce type de questionnement-là. Et ces types de questionnements-là, ils ne se posent pas de la même manière si, avant ça, on n'a pas pris conscience, on n'a pas travaillé la question des inégalités environnementales. Parce que ce n'est pas la même chose de répondre à cette question en considérant que tout le monde est impacté de la même manière ou que certains sont plus impactés que d'autres. Alors, la question de qui doit-on inclure dans nos théories de la justice, en fait, elle ne concerne pas que la question des humains et des groupes les plus socialement opprimés. Elle concerne aussi ce que Greg Misiasek appelle les dominés. Donc, dans l'éco-pédagogie, on va distinguer deux groupes parmi les vivants non humains, à savoir les animaux, hein, c'est tout ce qui réfère à la question de l'éthique environnementale, et dans la conception philosophique de l'éco-pédagogie, on va s'intéresser au cas de l'hypothèse Gaïa, c'est-à-dire à l'idée d'une conception biocentrique de la Terre, sachant que là, on n'est plus sur une hypothèse philosophique, mais voilà, il y a eu, je cite l'ouvrage de Dutreuil, qui s'est intéressé sur le plan philosophique à la fois à la notion de Gaïa, à la fois sur le plan philosophique et sur le plan de son impact scientifique. Alors, je ne vais pas forcément, comment dire, présenter l'ensemble des autres questions parce que je n'aurai pas le temps. L'ensemble de ces questions, ça correspond à la deuxième partie en fait de mon ouvrage. Il y a trois parties en tout. Je vais plus en venir à la conclusion parce qu'on m'avait accordé une demi-heure pour vous présenter ça. Je ne sais plus si j'ai mis les points de conclusion. Non, je n'ai pas mis les points de conclusion, mais les points de conclusion sur lesquels je voulais revenir là, c'est que euh, les points importants de mon point de vue, c'est déjà ce que j'ai déjà dit, c'est de partir en fait des problèmes qui se posent enfin je veux dire, qui sont le plus proches des personnes. C'est-à-dire, par exemple, pourquoi dans l'éco-pédagogie on parle de qui souffre? Parce que c'est d'abord la question de en quoi moi, les individus, hein, moi en tant que je suis un membre d'un pays, etc., en quoi je suis impacté, hein. Et ça, c'est lié à un principe de l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est le premier principe chez Paulo Freire, c'est de partir de l'expérience vécue. Donc, on va partir. Je dis ça parce qu'il y a des approches qui vont plutôt partir de, par exemple, les débats dans les conférences internationales. Dans l'éco-pédagogie, on va partir de ce qui est le plus proche des gens, pas de la manière dont c'est posé dans la tradition philosophique ou dans les instances internationales. Le deuxième point, comme je vous l'ai dit, c'est l'importance des inégalités environnementales parce que le fait de s'appuyer sur
bien que ce soit une approche philosophique, de s'appuyer sur des connaissances en sciences sociales, puisque la question de l'équité sociale, on ne va pas la poser de la même manière selon euh, qu'on prenne en compte ou pas les inégalités sociales. Un autre point que je voudrais mettre en avant, c'est que il me semble pour développer aussi un enseignement sur cette question, vu le peu d'heures aussi qu'ont les étudiants, c'est de ne pas trop se perdre, par contre, dans tous les chiffres, les données, on va dire, statistiques sur les inégalités environnementales, mais plutôt vraiment d'essayer de dégager euh, les grands, euh, les grands points de controverse, les grandes idées qui leur permettront en tant que citoyens de réussir à se repérer dans ces débats. Donc c'est pour ça que moi j'ai essayé de viser un certain nombre de questions que je vous ai présentées et ensuite de présenter dans l'ouvrage vraiment les grandes positions et les principaux arguments qui vont être attachés à ces positions. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire pour cette présentation dans le temps qui m'était imparti. Voilà.